Dans cet épisode de cinéma, on va évoquer Phantom of the Paradise, Astro Boy et un dictateur à moustache qui n'est pas Charlie Chaplin. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la comédie musicale The Legend of the Stardust Brothers, réalisée par Makoto Tezuka, sortie en 1985. L'histoire de The Legend of the Stardust Brothers commence non pas dans un studio de cinéma, mais dans l'imaginaire débordant d'Haruo Shikada, un musicien totalement obsédé par le film Phantom of the Paradise de Brian De Palma sorti en 1974. Ce rock-opéra baroque, mélange halluciné de Faust, du fantôme de l'opéra et d'une satire acerbe du milieu musical, a profondément marqué toute une génération de créateurs. En 1979, Haruo Shikada quitte son groupe Haruophone et cherche un nouveau souffle. Pour ses performances live, il fonde un groupe nommé Biff, clin d'œil direct au personnage incarné par Gerrit Graham dans Phantom of the Paradise. Le groupe se dissout, se reforme et change de nom, Juicy Fruits, encore une référence assumée au groupe fictif du film de De Palma. L'influence du rock-opéra américain est partout, au point qu'en 1980, Shikada compose la bande-son d'un film qui n'existe pas, The Legend of the Stardust Brothers. L'album est une parodie d'esthétique pop et kitsch. Sa pochette imite un magazine féminin. Le disque n'a connu qu'une vie modeste, nourrie de quelques publicités radio tard dans la nuit. Quelques années plus tard, Shikada tombe sur de petits courts-métrages 8 mm. Ils sont étranges, bricolés, gonflés d'énergie punk. Exactement le genre de folie visuelle qu'il cherche. Leur auteur, Makoto Tezuka, est alors un jeune prodige du cinéma indépendant, et surtout, le fils du dieu du manga, le pionnier Osamu Tezuka. Parmi les mangas les plus célèbres d'Osamu Tezuka figurent Astro Boy et le Roi Léo. Mais loin de marcher dans les traces de son père, Makoto cherche précisément à échapper à son ombre. Il le dit lui-même: « Je n'avais aucun ressentiment à l'idée d'entrer dans l'industrie de l'animation. Mais mon père, Osamu Tezuka, était une figure majeure de l'animation. Alors je me suis dit, je vais lui laisser ce domaine-là, et moi, je ferai du live action. » C'est pour cela que je me suis concentré sur les films en prise de vue réelle. En 1978, à 17 ans, Makoto, étudiant à l'Académie Senkei, réalise un film en 8 mm intitulé Fantastic Party, qui remporte un prix national décerné par Nagisa Oshima en personne. En 1979, ses cours suivants, UNK et High School Terror, sont sélectionnés au tout nouveau Pia Film Festival, véritable pépinière de talent, où siègent des jurés tels que Shuji Terayama, Nobuhiko Obayashi ou encore Toshio Matsumoto. En 1981, son film Moment crée l'événement. Cette histoire de lycéenne condamnée à mourir dans 3 jours mélange horreur, fantaisie et numéro musical et attire l'attention nationale au point de lui offrir une émission de télé. Il réalise Dr. Ochanoko's Horror Theater, une anthologie d'horreur japonaise de courts-métrages 8 mm, jusqu'à ce qu'elle soit retirée de l'antenne pour avoir choqué le salon familial, jugée trop effrayante, trop cruelle. C'est dans cette effervescence que Tezuka rencontre, par l'intermédiaire du réalisateur Nagisa Oshima, le musicien et compositeur Haruo Shikada. Leur amitié naît instantanément autour de leur passion commune, Phantom of the Paradise, les Monty Python, Night of the Living Dead. J'allais beaucoup au cinéma et regardais beaucoup de films étrangers. J'apprenais des techniques de tournage en observant d'autres films, surtout les films britanniques, comme ceux de Richard Lester, ou ses films sur les Beatles. Ensuite, Ken Russell et Tommy. Il y avait aussi les films d'horreur de Hammer. Il y avait la version des années 60 de Casino Royale. C'était l'un de mes films préférés. Je regarde des films de tant de genres différents et je n'ai pas un genre que je préfère aux autres. J'essaie toujours de mélanger plusieurs genres et de les mixer. Shikada propose à Tezuka de transformer son album concept en véritable film. Une comédie musicale, une idée audacieuse, certes, mais qui s'inscrit finalement dans une longue tradition du cinéma japonais. 1939. Avec son film Chant de tourtereau, le réalisateur Masahiro Makino, pourtant spécialiste des films de sabre, signe ce qui est souvent considéré comme l'une des premières véritables comédies musicales nippones. Un mélange étonnant de Jidaigeki, les récits de Japon médiéval, et de chorégraphies parfaitement maîtrisées. Mais il faut attendre l'après-guerre pour voir la comédie musicale japonaise prendre de l'ampleur. Dans les années 1950, le Japon s'inspire ouvertement de Hollywood. On voit apparaître des films comme So Young, So Bright, du réalisateur Genken Musume, en 1955, porté par 3 immenses stars de la chanson, Hibari Mizoma, Izumi Yukumura et Eri Shiemi. À cette époque, l'exemple le plus proche du modèle hollywoodien est sans doute You Can Succeed 2 en 1964.
L'histoire de deux salaryman en compétition, resté célèbre pour son numéro musical parodiant les valeurs américaines. Les chanteuses populaires deviennent alors des actrices à part entière, comme dans Les Voyages d'Ibari et Chiemi en 1962, une comédie musicale qui capitalise sur l'aura de ces deux vedettes. En parallèle, un autre courant se développe. Le réalisateur Mitsugu Inoue s'impose comme figure majeure du genre avec The Stormy Man en 1957. Un drame musical d'une élégance hollywoodienne. Ce succès l'amène même à collaborer à Hong Kong avec les studios Shaw Brothers sur plusieurs comédies musicales. Puis, dans les années 1970, le ton change radicalement. Le cinéma expérimental bouscule les formes, notamment avec Jetons les livres, sortons dans la rue de Shiji Terayama en 1971. Une œuvre sensorielle et anarchique où la musique devient un élément de révolte plus que de divertissement. Les années 80 explosent les conventions, comme par exemple avec Burst City de Gakuryu Ishii, un film punk, dystopique, tourné au cœur de la scène musicale underground, véritable capsule de l'attitude et de l'esthétique punk japonaise. Et c'est précisément dans ce paysage, entre héritage hollywoodien et explosion punk, que Tezuka et Shikada se lancent dans l'aventure The Legend of the Stardust Brothers. Reste alors à produire le projet. Contre toute attente, le financement est trouvé via un grand magasin japonais, Seiyu, qui injecte 50 millions de yens, séduit par la singularité du projet. Les deux hommes se mettent aussitôt au travail. Tezuka construit un scénario entier autour des chansons déjà existantes. Shikada compose 3 nouveaux morceaux, spécialement pour les personnages inventés par Tezuka. Le casting du film peut alors commencer. Pour interpréter le duo des Stardust Brothers, Tezuka choisit 2 amis proches, Kan Tagagi et Shingo Kubota. Aucun des deux n'était acteur professionnel, mais tous deux évoluaient sur la scène New Wave. Autour de ce duo amateur, Tezuka bâtit une distribution hybride, mêlant musiciens et artistes divers. Cette approche anti-professionnelle correspond parfaitement à l'univers du film. L'une des rares actrices et chanteuses aguerries du film est Kyoko Togawa. Elle avait joué dans The Man Who Stole the Sun et dans une série Ultraman Ace. Le rôle d'Atomic Minami, le manager manipulateur, est confié à un véritable poids lourd de la musique japonaise, Kiyohiko Ozaki. Il était alors une star nationale, déjà apparu dans Ozu et His Motorbike, Her Island, du réalisateur Nobuhiko Obayashi. Obayashi qui, d'ailleurs, soutenait activement le travail de Tezuka. Le casting de Ozaki s'est fait dans une désinvolture toute juvénile. Du haut de ses 22 ans, Tezuka a simplement demandé au chanteur s'il accepterait de jouer dans son premier long métrage. Ozaki a hésité, affirmant ne pas savoir jouer, mais a fini par dire « Si tu veux que je jouerai pour toi ». Autour des rôles principaux, le film aligne une mosaïque de caméos qui forme un véritable instantané de la pop culture japonaise des années 80. On y croise les jeunes réalisateurs Kiyoshi Kurosawa et Daihashi Yoshida, l'autrice de science-fiction Mokoto Arai, le catcheur Akira Maeda, ainsi que des figures essentielles du manga Monkey Punch ou encore Shinji Nagashima. Tezuka tient également à inclure dans le film une séquence animée, une sorte d'hallucination dans laquelle l'un de ses protagonistes se transforme en personnage de dessin animé. Pour la créer, il sollicite Yosuke Takahashi, dont il est déjà admirateur et qui accepte d'animer la séquence gratuitement. Pour comprendre comment l'énergie de tous ces talents se manifeste, revenons au point de départ, son récit. Qu'est-ce que raconte The Legend of the Stardust Brothers? Après leur performance, 2 musiciens rivaux, Kan, le punk du groupe London Boots, et Shingo, le crooner new wave du groupe Supercars, sont repérés par le producteur Minami de la société Atomic Promotion. Le mania leur promet la célébrité en 1 semaine, à une condition, former un duo. Malgré leur rivalité, ils acceptent pourtant cette proposition absurde, quittent leurs groupes respectifs et deviennent les Stardust Brothers, un tandem synth-pop relooké pour faire fondre les fans. Avec eux gravite Marimo, leur admiratrice numéro 1, présidente autoproclamée de leur fan club et aspirante idole, qui se heurte à un milieu du divertissement profondément sexiste. Le succès du duo est immédiat, ils deviennent des superstars. Tubes, fans hystériques et excès en tout genre, surtout pour Shingo, de plus en plus happé par le monde de la vie de rockstar, entre drogue et alcool. Mais l'industrie n'a pas de loyauté. Kan et Shingo sont bientôt écartés au profit du Kaoru, fils d'un politicien influent. Nouvelle idole, plus présentable que les 2 rebelles. Pour reconquérir leur dignité, les Stardust Brothers tentent de poursuivre leur carrière sans être manipulés par le studio Atomic Promotion. Sous ces airs de comédie musicale délirante, The Legend of the Stardust Brothers est un film profondément politique.
Makoto Tezuka y déploie une satire féroce de l'industrie musicale japonaise, qu'il associe explicitement à des logiques autoritaires, voire fascisantes. Le film n'est pas un simple rise and fall sans fond, il ne se contente pas de raconter l'ascension et la chute de deux stars, mais met en scène un système de pouvoir qui transforme la culture populaire en outil de contrôle, où musique, médias et politique avancent main dans la main. Dès l'entrée des Stardust Brothers dans l'immeuble d'Atomic Promotion, le décor est posé. Un espace blanc, froid, déshumanisé, gardé par deux punks idiots comme des cerbères grotesques, filmés telle une maison hantée corporative avec musique horrifique en fond sonore. Minami, le patron, apparaît comme un démiurge inquiétant, surgissant d'un triangle lumineux. これがかつて一応全部ひらがなですから読めると思います。で一応このテープは B 面の方がカラオケになっておりますから。はい。君たちは今日から生まれ変わる。これまでのことは全て忘れろ。La référence au pacte faustien est limpide. Pour accéder à la célébrité, Kan et Shingo doivent abandonner leur passé, leur identité artistique et toute autonomie créative. L'industrie musicale ne fabrique pas seulement des stars, mais des corps dociles, remodelés selon les besoins du marché. La séquence de transformation des deux musiciens en idoles est centrale. Montage frénétique et répétitif, maquillage, chorégraphie, pressage de disques, promotion, billets qui circulent, tout est industrialisé, standardisé. La chanson elle-même martèle l'absurdité du processus. La pop devient une chaîne de montage et l'artiste une marchandise interchangeable. Mais cette réussite a un coût humain. Tandis que Kan s'étourdit de plaisir avec des femmes et que Shingo s'enfonce dans l'alcool, Marimo disparaît progressivement dans l'ombre, triste. La starification des Stardust s'accompagne d'un appauvrissement affectif et d'une solitude croissante. Le système broie les individus autant qu'il les expose. Mais Tezuka va plus loin et montre que cette machine ne fonctionne pas seule. Elle est poreuse au pouvoir politique et même instrumentalisée par lui. Lorsque les représentants du gouvernement exigent qu'une nouvelle idole soit choisie pour diffuser un message plus peace and love, le masque tombe. Le divertissement devient un outil de propagande. Il ne s'agit pas de censurer frontalement, mais de lisser, d'adoucir et de neutraliser toute expression jugée trop vulgaire ou subversive. L'apparition de Kaoru, fils du Premier ministre, cristallise cette logique. Derrière son esthétique glam androgyne à la Bowie se cache une figure autoritaire, cigare à la bouche, arrogance, violence latente. Kaoru s'impose comme un véritable antagoniste. Plus le récit avance, plus son maquillage cadavérique le fait ressembler à un vampire, ses larges manches battant comme des ailes de chauve-souris. Mais Kaoru ne se contente pas d'en avoir l'apparence, il agit comme un vampire de la pop culture. Il l'aspire, la vide, puis la recrache sous une forme monstrueuse, vidée de toute charge subversive pour contrôler la masse et infiltrer les marges. Séduisante en surface, mais mortifère en profondeur, cette contre-culture factice n'est pas une alternative au système, mais son prolongement stratégique. La révélation finale, où le Premier ministre apparaît littéralement sous les traits du plus grand méchant de l'histoire de l'humanité, ne laisse aucune place au doute. Le film assume une allégorie brutale. Derrière les hiérarchies politiques respectables se cachent des logiques autoritaires héritées du fascisme. Que cette révélation surgisse au cœur d'une séquence musicale délirante, saturée de danse, de slapstick et d'absurde, n'atténue pas moins la portée. Au contraire, en célébrant la coexistence anarchique des styles, des corps, des genres et des désirs, le film fait de son instabilité formelle un geste politique en soi. Refuser la cohérence, la pureté et la linéarité, c'est refuser l'ordre imposé. Dès le début, The Legend of the Stardust Brothers annonce d'emblée la nature libre, instable et chaotique de sa narration. Kan et Shingo apparaissent sur scène en couleur face à un public filmé en noir et blanc. Ils semblent ne pas appartenir au même monde, ni même au même film. Le duo entreprend de raconter sa propre histoire. Ce cadre introductif fonctionne comme une mise en abîme explicite. Ce que le public va voir, ce n'est pas un récit objectif, mais une légende reconstruite par ses protagonistes. Un mythe pop rejoué par ceux-là même qui en sont les héros. Dès l'ouverture, le film affirme que la vérité importe moins que la manière dont elle est racontée et mise en scène. La narration prend alors la forme d'un récit oral, presque ivre, qui se déforme au fil des souvenirs, de l'exagération et du fantasme.
Le doute ne cesse de planer. Les Stardust Brothers ont-ils réellement vécu tout cela? Ou assistons-nous à une version délirante de l'histoire? Cette incertitude devient le moteur même du film. Conscient de sa nature profondément artificielle, le film préfère exhiber ses mécanismes plutôt que de les dissimuler. Il brise ouvertement le quatrième mur. En un gag absurde, Tezuka rappelle que Stardust Brothers n'a aucune intention de faire croire à son illusion. Le cinéma est ici un jeu, un mensonge assumé. Cette instabilité narrative autorise toutes les audaces formelles. Tezuka transforme chaque situation en terrain de jeu visuel et narratif, sans jamais chercher la cohérence. Les décors sont ouvertement artificiels, saturés de couleurs, ou au contraire, étrangement vides, comme si le monde se recomposait à chaque scène, selon l'humeur du récit ou du style musical adopté. Le film enchaîne les ruptures de genre avec une liberté totale. Une scène adopte soudain les codes du western. Devant une maison japonaise traditionnelle, Kan et Shingo sont assis sur les marches, Kan jouant de l'harmonica comme un cow-boy solitaire, surgissant d'un autre imaginaire cinématographique. D'ailleurs, lors d'une poursuite automobile délirante, une voiture traverse littéralement un mur pour déboucher dans le salon d'une famille japonaise, en plein repas. En une image, Tezuka fracture l'espace, le décor et l'illusion de la normalité, faisant voler en éclats l'image figée de la famille traditionnelle. Le quotidien peut basculer à tout moment dans l'absurde le plus total. Des robots apparaissent pour surveiller, contrôler, servir, mais aussi imiter la nature. Marimo possède un robot oiseau. La pluie tombe à l'intérieur d'un bar. Les voitures sont équipées de boutons de téléportation. Des effets sonores dignes des cartoons viennent souligner les gestes, les chutes et les regards. Comme si le film refusait obstinément de se fixer dans un seul registre de réalité. Le sommet de cette dérive est atteint dans le cauchemar de Shingo. Ivre, il repose sa tête sur les genoux d'une femme vêtue de rouge, dans une pièce baroque en désordre. La scène bascule alors dans une hallucination totale. La femme devient un monstre. Shingo est poursuivi, opéré, transformé, dévoré, idolâtré, puis décapité dans une usine peuplée de créatures grotesques. Prise de vue réelle, animation et stop motion se mêlent dans un déferlement d'images cauchemardesques, sans hiérarchie ni logique apparente. À travers cette folie visuelle permanente, la mise en scène épouse le désordre mental et émotionnel des Stardust Brothers, jusqu'à brouiller définitivement les frontières entre réalité, fantasme, satire et cauchemar. Même la mort y devient un numéro musical, une performance, un spectacle parmi d'autres. Dans cet univers, tout, absolument tout, peut être transformé en scène. En refusant la cohérence, la vraisemblance et la stabilité, Makoto Tezuka revendique un cinéma impur, excessif, joyeusement anarchique, une œuvre où la liberté narrative et formelle devient un geste politique en soi, opposé au récit lisse, discipliné et contrôlé que l'industrie et le pouvoir cherchent à imposer. The Legend of the Stardust Brothers sort en salle au Japon le 15 juin 1985. Malgré la présence de figures reconnues de la scène musicale et artistique, le film est accueilli très froidement par la critique et peine à trouver son public. On lui reproche un budget limité, le jeu d'acteurs amateurs et son apparence bricolée. Très vite, le film disparaît des écrans et sombre dans l'oubli. Pour Tezuka, alors au début de sa carrière, la réception est un choc brutal. Au fil des années, les droits du film passent d'un distributeur à un autre, et dans ce transfert, le négatif original en 16 mm disparaît. Makoto Tezuka, découragé, ne réalisera plus de longs métrages avant plusieurs décennies. Stardust Brothers devient un spectre, un film invisible, introuvable, presque légendaire malgré lui. Le fondateur de Third Windows Films, Adam Torel, spécialisé dans les pépites asiatiques invisibles en Occident, découvre en 2014 par hasard Stardust Brothers et comprend immédiatement qu'il tient là une œuvre unique. Tezuka accepte alors que Torel exhume l'œuvre. Celui-ci doit remasteriser le film à partir d'une copie 35 mm. Grâce à ce travail, The Legend of the Stardust Brothers renaît et acquiert enfin un véritable statut de film culte. Tezuka lui-même finit par le revoir avec un regard réconcilié. C'est comme si un enfant que j'avais longtemps laissé grandir revenait accompli. Et je le pensais raté. Ce film m'apporte une joie et une surprise que peu de mes œuvres ont su procurer. The Legend of the Stardust Brothers a fini par avoir la même destinée que ses héros. Perdus, ignorés, moqués, mais des décennies plus tard, enfin célébrés. Press stop now. Do not rewind the tape. Please eject the tape at this time.